L'instruction en famille est-elle un choix audacieux? Vous avez choisi de pratiquer l'IEF et vous vous retrouvez tel un équilibriste à jongler entre devoir, organisation et sérénité. Vous sentez parfois que votre maison ressemble plus à un champ de bataille qu'à une classe organisée et de rêve? Faites une pause. Dans cette vidéo, conseil pour l'instruction en famille, je vous donne les clés pour transformer les « je n'y arriverai jamais » en « mais pourquoi ne l'ai-je pas fait plus tôt ?» Pas de baguette magique ici, juste des conseils concrets, testés et approuvés, car comme vous le savez, bien qu'enseignante, j'ai pratiqué l'IEF avec tous mes enfants et je vais partager avec vous ce qui peut rendre chaque journée plus facile, plus fluide, plus productive et pleine de complicité. Nous allons aborder 7 questions qui reviennent régulièrement de la part des familles qui nous appellent. La première, pourquoi choisir l'IEF? La seconde, la gestion du temps est-elle compliquée? Quel support pédagogique utiliser? Quels sont les différents types d'apprentissage? Est-ce que je vais savoir endosser la double casquette du parent et de l'enseignant? Comment encourager la socialisation de mon enfant en restant à la maison? Enfin, pour conclure, l'instruction en famille est-elle un choix judicieux dans un monde en constante évolution? Alors, prêt à passer de la survie à l'épanouissement? Si vous souhaitez ne rater aucune de nos prochaines vidéos, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Pourquoi choisir l'IEF? Le choix de la liberté dans l'instruction en famille est une des raisons majeures, mais pas seulement. En effet, les parents apprécient la personnalisation de l'apprentissage, la flexibilité de l'emploi du temps et particulièrement lorsque les familles sont en voyage ou expatriées. On retrouve également la nécessité d'extraire son enfant du système scolaire pour d'autres raisons. Par exemple, pour des raisons de harcèlement, d'échec de méthodes d'apprentissage ou bien encore de profils cognitifs atypiques, de remèdes au taux d'absentéisme de certains professeurs. Pour ma part, quelques-uns de mes enfants ont suivi la scolarité à la maison pour quelques-uns de ces motifs. La gestion du temps est-elle compliquée? À l'école, en présentiel, la journée est structurée, séquencée. L'école à la maison doit-elle aussi s'appuyer sur un cadre, certes beaucoup plus souple, mais qui comporte des jours, des dates et des horaires? Par expérience, je conseille de choisir quelques jours dans la semaine, par exemple lundi, mardi, jeudi et vendredi, qui seront des jours plus formels. Vous pouvez prévoir 3 heures d'apprentissage le matin et 2 heures l'après-midi. Vous pouvez également réserver une plage de 2 heures le mercredi matin en complément. L'emploi du temps décliné sur 4 jours est une excellente idée, mais encore une fois, vous pouvez l'aménager et l'ajuster selon les besoins de votre enfant et la configuration de votre famille. Le matin est plutôt réservé aux matières de maths et de français et l'après-midi plutôt destiné aux matières d'éveil. Mais vous pouvez également répartir ces matières d'éveil le mercredi pour alléger les autres jours. Il faut savoir que le volume quotidien pour l'école à la maison diffère de celui pour l'école en présentiel. Ainsi, vous n'avez pas à attendre que d'autres enfants aient terminé leur travail pour entamer une autre leçon ou pour poursuivre une activité. Vous n'avez pas besoin d'attendre que d'autres enfants aient compris pour poursuivre le programme. Le temps devient donc très profitable. Bien évidemment, les volumes horaires varient selon que vos enfants sont en premier cycle ou au collège. L'idée, c'est de fractionner les journées pour y faire entrer en priorité les apprentissages formels afin de récupérer du temps pour les autres activités comme les activités artistiques, culturelles, sportives et sociales. Pour les matières d'art et découverte en primaire, vous pouvez consacrer 20 à 25 minutes pour chaque leçon et les compléter avec des séquences que vous trouvez sur Internet, avec des documents, des documentaires, des encyclopédies, etc. En règle générale, pour la conjugaison, je la place en début d'après-midi, comme une espèce d'entraînement. Pour la rédaction, je conseille que l'enfant fasse ses essais le vendredi, à l'oral ou à l'écrit ou en dictée à l'adulte, et que la mise au propre soit faite le vendredi qui suit. Mais vous pouvez par exemple consacrer le mercredi matin à la rédaction. Dans un prochain tuto, je vous donnerai des conseils pour l'expression écrite. Les matières telles que le français et les mathématiques trouvent un meilleur écho lorsqu'elles sont placées en début de matinée. Il vaut mieux toujours entrecouper le français avec un peu de mathématiques plutôt que de faire une seule matière à la file. Par exemple, vous faites débuter le français par une préparation de dictée et une explication de texte. Vous prévoyez ensuite de faire une leçon en mathématiques avec quelques exercices d'application. Et vous revenez ensuite au français pour faire une leçon de grammaire. Encore une fois, cela dépend du niveau de classe, bien entendu.
Toutefois, cela reste une bonne directive pour le primaire et pour le début du collège. Pour les premières classes de primaire, je conseille vivement l'usage du sablier ou bien du minuteur visuel de Montessori par exemple. Les jeunes enfants n'ont pas la notion du temps et il faut les aider à en prendre conscience afin de ne pas les pénaliser dans les pertes de temps. Par exemple, du CE2 au CM2, votre enfant a une activité de lecture suivie de 4 ou 5 questions de compréhension. Vous pouvez lui donner un temps pour la lecture. Selon l'âge ou le niveau, cela peut varier de 10 à 15 minutes. Vous lui donnez ensuite un temps de réponse pour les questions. Si c'est à l'oral, la préparation est rapide. Si vous demandez que les réponses soient rédigées, vous pouvez estimer le temps entre 15 et 20 minutes. En tout, cela représente une demi-heure. C'est un exemple pour une classe de primaire. Le fait de cadrer ainsi une partie de l'activité entraîne la motivation de l'enfant. Réussir à fournir un travail dans un temps donné est pour lui un défi. Et pour vous, parents, cela vous donne la possibilité de laisser votre enfant en autonomie en sachant que vous lui avez donné une consigne précise et un objectif. Vous pouvez appliquer cette méthode à d'autres activités dans la journée. L'organisation des journées d'apprentissage en fonction de l'âge des enfants est cruciale, bien entendu, pour maximiser leur motivation et leur compréhension. En respectant ces suggestions et en tenant compte des particularités de votre enfant, vous pourrez créer un environnement d'apprentissage enrichissant et adapté à leur âge. Et vous gagnerez du temps. Quel support pédagogique utiliser? L'avantage de l'IEF est que vous disposez d'une palette beaucoup plus vaste que celle de l'école et vous pouvez y avoir recours selon les besoins des leçons et les sujets des cours. Il existe une variété d'outils et de ressources essentielles pour réussir en IEF, incluant les plateformes en ligne et les communautés. Sur les forums de homeschooling, les parents partagent des ressources, les expériences, les conseils. Il existe aussi beaucoup d'applications éducatives. Bien qu'elles ne se substituent pas à l'enseignement direct, elles peuvent être un excellent outil pour diversifier l'approche pédagogique. Sur YouTube, des vidéos éducatives existent presque sur tous les sujets avec des animations et des leçons bien abordées. Ces ressources diverses peuvent aider les familles à enrichir leur programme d'instruction en famille, à rendre l'éducation plus engageante et interactive, et à répondre aux différents besoins et intérêts des enfants. N'hésitez pas à explorer et à choisir celles qui conviennent le mieux à votre famille. Vous pouvez également vous adosser à un cours à distance. Le mieux est de partager ces expériences avec d'autres familles, échanger les supports, comparer. Bien entendu, chaque expérience d'IEF est unique. Mais si vous êtes satisfait des ressources sur lesquelles vous vous êtes appuyé une année, vous aurez à cœur de les partager avec d'autres familles. De même, d'autres familles peuvent vous suggérer des supports qu'elles ont trouvés bénéfiques pour leurs enfants. La souplesse des supports va dépendre des conditions dans lesquelles vous allez exercer l'IEF. Si vous êtes en itinérance ou en voyage en bateau, vous n'aurez pas les mêmes problématiques que si vous étiez dans votre pays d'origine ou bien expatrié. N'hésitez pas à bien vous équiper pour réussir. Quels sont les différents types d'apprentissage? Formel ou informel? L'idée est de parvenir à trouver un style d'apprentissage personnalisé. Apprenez mieux à connaître le profil cognitif de votre enfant afin d'adapter l'expérience éducative. Votre enfant est-il visuel, auditif, kinesthésique ou un peu les trois? Et vous? Et oui, lorsque l'on enseigne, il est beau de connaître son propre mode de fonctionnement, car celui-ci ne correspond pas forcément à celui de votre enfant. Par exemple, vous êtes en train d'aider votre enfant en mathématiques. Vous pensez l'aider en lui proposant un schéma. C'est une expérience que j'ai vécue régulièrement en classe. Personnellement, je suis visuelle et kinesthésique. Donc, spontanément, je donne des explications qui sont plus visuelles et kinesthésiques. Lorsque j'expliquais un problème à un élève à l'aide d'un croquis, je lui demandais toujours si cela l'aidait, si c'était plus clair pour lui. Et j'étais toujours étonnée car cela arrivait parfois. L'élève me répondait « Non, cela ne m'aide pas ». Je lui demandais « Veux-tu que je reprenne mon explication à l'oral, sans dessin ?» En ce cas, je m'appliquais à être plus explicite dans les éléments de réponse et d'explication et d'illustration que je voulais apporter à l'élève. Je jouais sur certains mots et l'intonation qui l'interpellaient davantage. Et à la fin, le sourire de mon élève prouvait que j'avais bien fait de changer de tactique. Le profil cognitif de votre enfant peut être assorti d'une spécificité, comme des troubles de l'attention, des dysharmonies, des hypercompétences ou bien des profils Asperger ou encore
des profils cognitifs résultant de handicaps ou de maladies rares. Je ferai une vidéo prochainement concernant tous ces profils atypiques qui méritent une vidéo dédiée. N'oublions pas que la réussite des apprentissages passe par la création d'un espace consacré à la scolarité. Je vous conseille d'aménager un coin confortable et bien organisé pour l'instruction où votre enfant pourra se concentrer. Votre enfant sera heureux de retrouver des repères qu'il avait en classe, comme par exemple l'affichage personnalisé ou bien le tableau Velleda. Prévoyez un petit bureau à sa taille, assorti d'un siège bien adapté, plus confortable que celui qu'il avait à l'école. Complétez avec un chevalet pour les arts plastiques et un rayonnage des bibliothèques pour éviter les déplacements et favoriser la concentration. Vous limiterez ainsi les interruptions et vous minimiserez les distractions. Par expérience, l'affichage d'une pendule et d'un emploi du temps est un fort stimulant. Dans cet emploi du temps, n'oubliez surtout pas de mettre en couleur les plages de récréation en indiquant leur durée. Le cadre une fois posé, chacun se sentira plus libre dans les relations parents-enfants, enseignant-élève. Pour le dire avec humour, à midi et à 4 heures, l'enseignante redevient maman. Est-ce que je vais savoir endosser la double casquette du parent et de l'enseignant? Question pertinente et qui revient souvent de la part des parents. Si l'enfant reçoit l'instruction en famille, le parent qui s'en occupe doit alterner les rôles d'enseignant et de parent éducateur. Il bénéficie de moments privilégiés en tête-à-tête avec son enfant. C'est évidemment l'occasion de mieux connaître son enfant, de l'écouter, d'échanger réellement, de partager le quotidien. Rien ne pourra jamais remplacer la présence des parents dans la famille. Et les enfants se sentent vraiment aimés lorsqu'on leur prête habituellement attention et intérêt, lorsqu'ils voient qu'on fait tout son possible pour leur consacrer du temps. Quelque part, le temps, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et lorsque nous le consacrons à l'éducation de nos enfants, c'est un temps qui devient encore plus riche. À l'école, à la maison, nous les voyons réagir. Nous apprenons à mieux les connaître. Nous voyons ce qui les réjouit, ce qui les attriste, ce qui les contrarie. C'est un excellent moyen pour leur redonner confiance en eux. On est forcément au courant des petites victoires et des petites défaites de nos enfants. L'instruction en famille permet une meilleure communication, un vrai dialogue avec vos enfants. Pour éviter de mélanger les rôles, comme je vous le précisais précédemment, il est bien de poser un emploi du temps un peu formel qui délimitera les moments de travail et les moments de détente. Pour trouver un bon compromis, établissez un contrat mutuel avec votre enfant, une sorte de deal. À midi et à 4 heures, vous redevenez parent, pas avant. La partie scolaire doit rester cadrée dans le temps et dans le lieu où vous l'exercez. Il n'est pas question de reparler école au moment du repas, au moment des activités différentes qui ont lieu dans la famille. De même, au cœur de votre enseignement, ne faites pas d'interférence avec des incidents survenus dans le quotidien familial. Restez vous aussi concentrés, ne vous éparpillez pas. Tenez-vous-en à votre programme préparé pour la journée, mais là encore, faites preuve de souplesse. C'est un écueil fréquent. Souvent, les mamans me confient être très exigeantes et elles m'avouent être trop rigides, dans la crainte de ne pas tenir leur programme dans le temps et les heures qu'elles se sont données. Je ne saurais trop vous conseiller d'en parler à d'autres mamans qui pratiquent l'IEF depuis plusieurs années et qui seront de bons conseils. Et si vous êtes inscrit à un cours à distance, consultez les conseils qui sont donnés, téléphonez à la direction, téléphonez au professeur principal, confiez-vous et demandez de l'aide. Très sincèrement, je dois souvent demander aux parents de lâcher le pied de l'accélérateur. Bien sûr, il faut maintenir un rythme de travail, mais cela ne doit pas être au détriment de la qualité. Il vaut mieux revoir notre façon de faire, plutôt que de mettre une pression inutile qui sera défavorable pour une ambiance générale. Il faut être prêt à changer ses plans si quelque chose ne fonctionne pas, ou bien si votre enfant montre un intérêt soudain pour un sujet qui mérite d'être étudié. Comment encourager la socialisation pour mon enfant en restant à la maison? Autrement dit, y a-t-il opposition entre socialisation et IEF? Remettons les choses à leur place. La socialisation primaire se fait dans la famille. La socialisation secondaire se fait via l'école ou les collectivités, où l'enfant exerce diverses activités, puis en société. L'éducation à la vie sociale trouve un excellent domaine d'entraînement dans la vie familiale. On doit y respecter des règles et des contraintes que l'on retrouve dans toute société. Tout comme les règles du jeu, il est plus facile d'apprendre naturellement à notre enfant les droits et les interdits, qui sont le cadre sécurisant d'une vie commune harmonieuse. Le respect des personnes, parents, fratries, etc.
entraîne le respect des biens matériels, jeux, outils, équipements de la maison. Le respect des personnes passe aussi par l'esprit de service et les petites responsabilités à assumer au quotidien. Votre enfant découvre ainsi que la vie de famille est bien plus agréable lorsque, comme l'on dit, chacun y met du sien. Au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il entre dans la vie, ses bonnes habitudes lui donneront un bon comportement social et lui permettront de s'adapter plus facilement. C'est d'abord dans la famille que l'on apprend à accepter l'autre dans sa différence. Restez confiant dans les valeurs humaines et morales inhérentes à votre famille. Encore une fois, le partage d'expériences est un excellent rouage de socialisation qui consiste à inviter les enfants à partager ce qu'ils apprennent avec leurs amis et avec des enfants d'autres familles. Les projets collaboratifs sont des projets réalisés en groupe avec d'autres familles pour enrichir l'expérience d'apprentissage. Participez ou créez des groupes d'entraide. Joignez-vous à des groupes de familles qui pratiquent l'instruction en famille pour organiser des sorties éducatives ou des activités sociales. C'est également un très bon moyen de tisser des liens sociaux. Votre enfant peut également poursuivre si l'on avait des activités publiques. Inscription à la bibliothèque, participer à des tournois sportifs, à des ateliers d'art plastique. Tout cela lui permettra de rencontrer d'autres enfants. Et enfin, dernière interrogation, l'instruction en famille est-elle un choix audacieux dans un monde en constante évolution? Encouragez votre enfant à développer ses apprentissages, à réfléchir à ses progrès, à devenir réellement autonome. Ce sont des vertus développées par l'école à la maison. L'instruction en famille permet de valoriser l'effort, sans crainte de privilégier votre enfant au détriment d'un autre, comme c'est le cas parfois dans une classe. Vous vous sentez plus libre pour célébrer les réussites petites ou grandes, pour encourager l'enthousiasme et la motivation pour apprendre. Vous pourrez à tout moment responsabiliser votre enfant, lui laisser prendre des initiatives dans ses apprentissages, comme choisir un sujet à explorer ou un projet à réaliser. Il apprendra à se fixer des objectifs personnels. Vous êtes à même de corriger ses erreurs immédiatement. Et ça, c'est un privilège. Songez que dans une classe de 30 élèves, il est quasiment impossible d'apporter une correction simultanée et des explications appropriées pour chaque enfant. Or, en pédagogie, la priorité est d'intervenir rapidement lorsqu'il y a une faute ou des incompréhensions. Sinon, l'erreur va s'installer. Et maintenant, la parole est à vous. Quelle est, selon vous, la plus grande force de l'IEF pour votre enfant? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pédagogique. Ciao!